conférence de presse du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Mais en tout cas, depuis, nous allons nous excuser pour le retard, on va le dire. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques pour essayer un peu de tout arranger. Donc, ce n'est pas dû plus à l'orateur du jour. Voilà, donc nous allons l'inviter à faire son entrée dans la salle. Et juste après, nous allons commencer cette conférence de presse qui va, on va dire, du moins si on se met dans une perspective congolaise, inaugurer pratiquement le sommet Union européenne, Union africaine, parce qu'il s'agit tout simplement dans ce cadre-là qui va s'exprimer aujourd'hui. Voilà, donc nous vous annonçons le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Voilà, merci. Voilà, sans plus tarder, on ne va plus faire beaucoup de discours. Le Premier ministre honoraire Muzito n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique qu'on appelle Nouvel Élan. Il est sociétaire de la MOUCA, la plateforme électorale qui a fait élire Martin Fayoulou et qui malheureusement n'a pas pu exercer avec la suite que l'on connaît, notamment par rapport au processus électoral en République démocratique du Congo. Et il est ici en Belgique et en marge du sommet Union africaine qui se tient à Bruxelles du 17 au 18 février. Il a souhaité donner la position africaine, la position congolaise, quelques idées face aux défis de l'heure. Vous savez que notre pays, il faut le dire, c'est un pays stratégique en Afrique et dans le monde. Et donc, il est, on va dire, on ne va pas dire hors de question, mais il est indiqué que les Congolais puissent se positionner par rapport à tout cela, surtout dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire. Donc, nous lui accordons la parole pendant une vingtaine de minutes, on va voir, et juste après, bien entendu, les journalistes auront droit à un jeu de questions-réponses, et nous allons rester vraiment très très stricts en ce qui concerne la notion du temps. Voilà, Monsieur Muzito, merci d'être là, et donc vous avez la parole. Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, bonjour. Je vous salue et je voudrais aussi vous remercier d'avoir répondu à mon invitation pour cette conférence que je tiens à marge, ou disons en perspective du sommet, le 6e sommet Union européenne, Union africaine, qui se tient les 17 et les 18 février prochain, ici, toujours à Bruxelles. Ce sommet regroupe les dirigeants africains et européens qui ont l'ambition de mettre en place un partenariat renouvelé. Évidemment, le partenariat entre l'Afrique et l'Europe a toujours existé. Ils veulent le renouveler, ils veulent le renforcer et ils veulent que ces partenariats soient désormais, bénéficient désormais d'un appui ou d'un soutien politique de haut niveau, ce qui fera d'ailleurs que au courant de ces sommets, les différents chefs d'État, qu'ils soient africains ou européens, seront associés aux discussions de table ronde sur les différentes thématiques dont nous allons parler tout à l'heure. C'est un sommet très important, mais qui a pour vocation essentiellement, ou objectif, la mise en place d'un grand programme, un robuste programme d'investissement qui couvre l'essentiel des activités économiques, sociales et régaliennes. Et
ces thématiques, plutôt ces investissements ou les projets qu'ils couvrent seront discutés, comme je le disais tout à l'heure, à travers 5 ou 6 thématiques. La première thématique, c'est le financement proprement dit. Comme vous le savez, tout projet, tout investissement passe par la mobilisation d'abord des ressources. Et le vrai problème dans ce partenariat Europe-Afrique a toujours été la mobilisation de ressources. L'Afrique n'arrive pas à mobiliser suffisamment de ressources ou des ressources long terme parce que les marchés africains est très faible et ne dispose pas de beaucoup de capitaux. L'Europe non plus ne mobilise pas assez en faveur de l'Europe les ressources nécessaires pour des projets, pour des raisons que nous allons examiner lors des discussions. Je voudrais d'abord que notre conférence soit plus une conférence de débat qu'une conférence de presse, même si les journalistes auront aussi un jeu de questions-réponses avec moi. Je voudrais que les Congolais qui les souhaitent posent aussi des questions pour ceux qui sont journalistes comme journalistes, mais aussi d'autres compatriotes, ceux de mon parti. Même les journalistes, ils sont congolais, ils pourront soulever des questions et susciter un débat dont les réponses ne viendraient pas nécessairement de moi, mais d'eux aussi pour que nous puissions enrichir et contribuer à la réflexion qui va s'engager à travers les sommets. Alors, je disais que l'ambitieux programme qui fera l'objet des discussions à travers les thématiques couvre essentiellement, dans un premier temps, les ressources financières. C'est la première thématique qui sera examinée. D'où viendront les ressources financières, de quelle nature, pour permettre de relever les défis, principalement les défis mondiaux d'aujourd'hui, qui pourront permettre l'Afrique et l'Europe de faire face au dérèglement climatique, à la crise sanitaire actuelle, mais aussi aux questions sociales liées à la démographie qui fait, comme vous le savez, beaucoup de chômage, beaucoup de souffrances, beaucoup d'émigration, les mouvements migratoires dont c'est plein l'Europe. Comment les arrêter grâce à ces programmes-là? Donc il faut mobiliser les ressources, c'est la première thématique. La deuxième thématique, elle est économique. Quels sont les projets, quels sont les projets concernés? Principalement, d'abord les infrastructures. Il faut construire des infrastructures pour développer l'Afrique, mais financer aussi des infrastructures en Europe pour faire face au dérèglement climatique. La troisième thématique, c'est le soutien à l'économie proprement dit, l'économie production, parce que les infrastructures, c'est par la production des richesses. Les infrastructures, c'est un moyen. Quelles sont les activités économiques du secteur privé? Il y a l'agriculture, il y a l'industrie. Ces activités sont aussi concernées par le paquet des investissements. Ça, c'est sur le plan économique. Et sur le plan social, les sommets prévoient de soutenir les questions sanitaires, principalement les systèmes de santé, mais aussi la production des vaccins dans le cadre des épidémies, l'épidémie en cours, mais aussi des épidémies existantes et d'autres qui pourraient venir. Alors, sur le plan social aussi, il est prévu l'éducation, de soutenir l'éducation générale, mais aussi l'éducation en termes de formation socio-professionnelle. La troisième série d'investissements concerne aussi les questions strictement régaliennes, c'est-à-dire la stabilité des institutions. C'est on regarder comment faire en sorte que l'Afrique désormais ait des institutions stables, mais aussi comment soutenir la sécurité. Vous savez que ça ne sert à rien d'espérer développer l'Afrique, mobiliser les ressources si dans l'entretemps on ne règle pas la question de la sécurité. Le Congo, la région des Grands Lacs, vous savez ce qui s'y passe. Le Sahel, vous savez ce qui s'y passe. Il faut que le partenariat règle cette question, d'où il est prévu par les sommets, d'après les éléments évidemment publiés par la presse, il est prévu aussi qu'on puisse parler de la sécurité, qu'on puisse parler aussi de la stabilité des institutions en Afrique. Parce que quand un investisseur vient, il vient investir, c'est pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il doit récupérer sur 10 ans, 15 ans, il doit s'assurer qu'il y aura stabilité, qu'il y aura sécurité.
Enfin, toujours dans le cadre régalien, il est prévu le soutien à la gouvernance, à la bonne gouvernance. S'il n'y a pas un bon climat d'affaires, s'il y a corruption, s'il y a détournement des ressources, s'il n'y a pas de transparence dans la gestion, ça ne sert à rien. Et donc le sommet veut prendre à bras le corps cette problématique de la bonne gouvernance. Voilà plus ou moins ce que le sommet prévoit. La discussion que je voudrais avoir avec vous, de la presse, mais aussi les compatriotes qui sont ici dans la salle, c'est de savoir est-ce qu'il y aura succès ou échec de ces sommets. Il y aura succès du sommet. Est-ce qu'il y aura succès ou échec du partenariat? Peut-être que le partenariat, puisqu'il existe toujours et que maintenant seulement on veut le renouveler et le renforcer, mais est-ce que le partenariat, qui n'est pas en lui-même un objectif mais un moyen, pourra donner des résultats? Quels résultats? Évidemment, le sommet prévoit. Les résultats, c'est les faits ou les objectifs, c'est le fait de financer des infrastructures, financer l'économie, etc. Bref, d'investir. Est-ce que l'investissement en soi, c'est un objectif? Non. Oui, dans la mesure où c'est un objectif transitoire, mais il ne suffit pas d'investir. Encore faut-il que le peuple africain, les États africains, nous aussi, les États européens, trouvent leur compte et qu'il y ait des transformations sur le plan social en termes de bien-être matériel pour mettre fin à la pauvreté, au chômage, au mouvement migratoire que nous déplorons tous, et permettre aussi à l'Europe de se sauver. Parce que nous avons dit que les investissements se feront, ces partenariats pour objectif, pour l'Europe et pour l'Afrique, de se tenir prêts et affronter les défis mondiaux, dont celui du dérèglement climatique, et aux contraintes, mais aussi aux obstacles qui bloquent le développement de l'Afrique. De la prochaine guerre, les différents fait partie des obstacles, les différents obstacles, nous les connaissons tous. Ça, c'est les scénarios du succès. Exploitation des opportunités complémentaires, des réformes pour transformer l'Afrique ou les États africains en démocratie, etc. Travailler à la sécurisation et à la stabilité des institutions. La deuxième hypothèse, c'est celle de l'échec. L'échec est toujours une hypothèse possible et très probable même d'ailleurs, mais ça signifie qu'il y aura échec du partenariat en termes de résultats si l'Occident continue à rester dans le même logiciel qui veut que finalement c'est le capitalisme qui vient chercher les ressources naturelles en maintenant l'Afrique dans la division. À l'époque, nous des gauches, nous appelions ça la division internationale du travail, qui fait que l'Afrique soit tout simplement un réservoir de matières premières, mais aussi un espace où on vient écouler les produits finis de l'Occident. Et l'Afrique, se développant pas, les capitalistes cherchent toujours à accumuler la richesse et ne continuent pas les réinvestissements pour développer l'Afrique. Bien sûr qu'il y a aussi l'Afrique elle-même qui pourra contribuer à cet échec avec la gouvernance actuelle. Et donc, voilà les discussions que je vous propose, qui consistent à dire comment y aura-t-il succès et comment il y aura succès? Y aura-t-il échec? Comment il y aura échec et pourquoi il y aura échec? Mais s'il y a échec ou succès, quelles seront les conséquences pour l'Europe, pour l'Afrique dans le contexte international d'aujourd'hui, où il y a la guerre entre l'Occident et l'Orient? Voilà la discussion que je vous propose à avoir. Je pense qu'à travers vos questions, ou l'échange questions-réponses, nous permettront de développer et cela ensemble. Je vous remercie. Voilà. Maintenant, c'est donc, merci d'abord au Premier ministre honoraire Adolphe Musito. Et maintenant, c'est donc la place à un jeu de questions-réponses. Nous allons faire balader un micro, ou les micros qui sont là, notamment celui de la salle et celui du média. Ouais. Il y a aussi c'est l'autre là qui est là.
Donc, soyez le plus court possible. Vous vous présentez d'abord, le média, et après, vous posez votre question. Je ne sais pas qui est le premier à se lancer. Francis Lampolé? Voilà. Francis, il est là. Prends les deux. Prends les deux micros. Prends les deux. Bonjour, Excellence. Bonjour, Monsieur Francis Kakondé. C'est déjà un plaisir pour moi de vous rencontrer. C'est dans d'autres circonstances et dans cette conférence de presse. Ma première question, j'en ai d'autres bien sûr, dont je vais se faire aussi enchaîner. La date que vous avez choisi pour faire votre conférence de presse et votre conférence débat. C'est bien voulu, vous avez bien calculé exactement ce que vous vouliez faire quand vous avez choisi cette date pour donner une conférence de presse ici en Belgique. Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si vous répondez ou si j'enchaîne sur la deuxième. À vous de voir. Autant peut-être enchaîner comme ça. Ah, autant enchaîner? D'accord. Beaucoup de gens, en fait, beaucoup de spécialistes disent que la façon de gérer l'économie qu'on apprend dans les universités, partout ou dans le monde, n'est pas forcément adaptable à ce qui se fait économiquement au Congo. Quelle est votre vision après avoir été Premier ministre? Maintenant, vous êtes en dehors. Qu'est-ce que vous aurez pu changer si vous pouviez revenir en arrière en étant Premier ministre pour pouvoir améliorer les relations entre le Congo, donc l'Afrique, et l'Union européenne? C'est mes deux premières questions. Ok, merci. Je commence par la dernière. Si je revenais aux affaires, oui, ce que je vais changer. Vous me ramenez à l'économie. Moi, je suis systémique. Je veux qu'on raisonne de manière globale. Moi, au pouvoir, d'abord, j'espère être au pouvoir dans le cadre d'une bonne coalition qui sera sous-tendue par un programme et un projet. Je vais être associé à ces programmes et ces projets. Et je voudrais qu'on présente au peuple, mais je note, je voudrais qu'on présente au peuple une offre politique pour signer avec lui un contrat social. Mais l'autre politique doit venir d'un groupe cohérent, d'une vision. Le Congo, malheureusement, il est difficile de gagner les élections seuls, on doit se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble suppose qu'on est d'accord en termes de vision de projet, mais aussi du dialogue, plutôt du diagnostic qu'on fait sous le pays. Il parle d'un état des lieux. Moi, je pense que dans notre pays, le peuple n'est pas souverain. La première chose, il faut refaire la souveraineté du peuple. Je risque de déballer l'ensemble de mon programme ici. Je vais me résumer. Ce peuple n'a jamais de souveraineté, et c'est là depuis 1885. Il a tenté d'accéder à la souveraineté en 1960. Les Belges ont été généreux, ils nous ont donné une constitution qu'ils ont considérée avec nos pères fondateurs qu'elle était transitoire, qu'elle était provisoire, et que c'était aux Congolais comme souverain, parce que le père fondateur leur a dit, nous ne voulons pas d'une monarchie ou d'une oligarchie au Congo, nous voulons une république. Ça signifie que ceux qui dirigent le Congo doivent avoir la souveraineté du peuple par les élections. Et donc, les Belges qui ont, dans les négociations, proposé qu'ils remettent le pouvoir à ceux qui sont négociés, qui sont venus négocier avec eux, ont reçu des pères fondateurs et non en disant « nous ne sommes pas représentatifs, nous n'avons pas la légalité, la légitimité du peuple congolais, même si ce que nous défendons correspond à ces aspirations. Il faut organiser les élections chez nous pour que le gagnant puisse diriger les Congos. Mais aussi, puisqu'ils auront la souveraineté du peuple sur fond des projets politiques que celui-ci aura sanctionnés, ils pourront rédiger la constitution définitive qui va remplacer la vôtre qui est transitoire. C'est fait, les Belges ont organisé les élections. Et ceux qui ont gagné, ont gagné. Mais seulement, les pères fondateurs ont dit, mais puisque tous on a été opposition face à la Belgique, qui était le pouvoir, alors nous formons un gouvernement d'union nationale. Mais ils ont commis la faute de mettre tout le monde. Après, ça n'a pas fonctionné. Bref, la majorité a été congédiée par la minorité que les Belges ont imposée. C'est une minorité rare. Et jamais on a rédigé, puisque la majorité était congédiée, s'inédit à travers le Parlement et tout ce qui est arrivé à Lumumba et au sien. Donc on n'a jamais rédigé la constitution, adopté la constitution par un Parlement élu tel que les prévoyaient la constitution de transition. Et donc, ceux qui ont pris le pouvoir ont mis en place plutôt une commission technique qui a
fait une constitution sans option sanctionnée par le peuple à travers des élus. Ils ont rédigé une constitution qu'on a considérée, et puis on a soumis ça au référendum. Hein, le peuple devait choisir par oui ou non. Un travail qui est fait avec des matériaux qu'il n'aura pas sanctionnés préalablement. Donc voilà, depuis lors jusqu'à ces jours, les différentes constitutions sont rédigées par des inconnus, y compris la dernière actuelle. Moi-même, j'y étais associé, j'étais inconnu, le peuple ne m'avait pas choisi à cet effet. Donc pour moi, il faut une double transition. C'est-à-dire une transition pour avoir des élus qui vont rédiger la Constitution. Ces élus, bien qu'élus, ils vont gérer le pays dans la transition. On sait qu'ils vont rédiger souvent une Constitution transitoire, l'actuelle. Ils vont rédiger la Constitution, ce qu'ils vont gagner, ils vont déterminer de ce qu'on fera de la terre, à qui elle appartient. Comment elle va se répartir entre l'État congolais et les communautés locales qui, au commencement, étaient propriétaires terriens avant de se faire exproprier par Léopold II. D'ailleurs, Léopold II, qui était l'État congolais, était généreux, il a donné des terres aux communautés locales. Mais nous, quand on l'a remplacé, après qu'il ait été remplacé par la Belgique, nous on a remplacé la Belgique. L'État congolais devenu soi-disant souverain, même s'il y avait à sa tête des gens qui n'incarnaient pas la souveraineté du peuple, qui n'avaient pas la légitimité, a gardé les sols et les sous-sols. Il n'a jamais rien donné aux communautés locales. Donc, moi, je voudrais qu'on restitue au peuple sa souveraineté en obtenant que la Constitution vienne d'élus à travers les élus, mais aussi en lui restituant les terres. Le fisc comme concessionnaire perpétuel pour une partie des terres, l'État pourra prendre sa part aussi. En fait, ces communautés qui au commencement étaient des monarques féodaux retrouvent les terres ou les portions des terres qui leur permettent de s'organiser, d'entrer dans le capitalisme en formation. Bon, c'est trop compliqué, mais enfin, j'ai dit maintenant, pour parler concrètement pour l'instant, moi je pense qu'il faut un état des lieux, un diagnostic, et si nous avons le mandat du peuple, nous allons appliquer les réformes, dont celles dont je parle, mais ça suppose qu'on forme un bloc cohérent avec IMO. Je serai très exigeant pour mon offre politique, que je soumettrai à la discussion avec les partenaires. Je suis dans la MOUCA. La MOUCA va se mettre en plateforme électorale, il y aura des alliés, faire un programme, et que nous soumettrons au peuple. Moi, je suis d'avis qu'au peuple, il faut soumettre plutôt les programmes et non les visages des gens, même s'il y aura des gens pour porter ces programmes. Le peuple va choisir un programme et non pas les individus. Les individus seront en fait les porte-étendards du programme. Alors maintenant, à partir de l'état des lieux, nous dirons quelles sont les priorités en termes d'investissement. Nous pensons que le Congo, pour qu'il existe comme nation, il faut réunir les Congolais par la route. Pour faire des routes d'intérêt national, les tracés coloniaux prévoient 60 000 km de route. Il faut faire le fisc et la moitié. Ça prend 30 milliards et nous sommes en mesure de négocier les financements pour faire les routes. Route d'intérêt national, route d'intérêt provincial, pour intégrer le Congo de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Et maintenant, nous créons les conditions pour que l'investissement privé vienne. L'État va se désengager. Mais évidemment, il partira des actifs actuels, patrimoniaux dont il dispose, et en foncier et en minier, mais aussi les entreprises publiques actuelles, dont il faut ouvrir le capital au secteur privé, national et étranger. Si nous titrisons, nous redistribuons la terre, nous titrisons les actifs miniers, et géologiques et autres, nous pouvons dégager ce que vous... Je crois qu'on n'aura pas le temps, il faut une bonne conférence entre les Congolais pour qu'on voit quel est le potentiel dont disposent les Congos sur le plan minier, pétrolier et autres. Nous sommes les plus riches de l'Afrique, je souhaite que nous débattrons de ça. C'est nous les saluts de l'Afrique et de l'humanité. Mais nous n'avons pas, c'est nous la solution. Mais malheureusement, on n'a pas la clé de la solution, c'est l'Occident et prioritairement la Belgique. En pourcentage du PIB, nous avons une dette de 12%, on peut aller jusqu'à 60%, 70%. C'est vrai qu'il va se poser un problème de consommation, d'utilisation de l'argent dans la durée, parce que les infrastructures, pour les construire, il faut avoir fait d'autres infrastructures, ça ira lentement. Mais on a cette capacité d'endettement, et parce que même le service de la dette, si on fait l'équation entre les services de la dette, c'est-à-dire ce que nous payons annuellement au titre d'intérêts et des quotités restantes, nous approchons 200-300 millions de dollars, alors que nous avons un budget qui approche les 8 milliards en ressources propres. Donc,
Nous avons une balance de paiement qui approche les 15 milliards de dollars. Donc, avec un service de la dette de 300, donc on est en dessous du ratio qui veut qu'on ne dépasse pas 15%. Or, on est à 2%. Je dis bien service de la dette. Mais la dette elle-même, c'est-à-dire l'encours dû, globalement, c'est 6 milliards. Et nous sommes capables de nous endetter. La question est celle des finances, plutôt celle de la gestion. Et non pas celle des agrégats proprement dit, c'est-à-dire du rapport entre le niveau de la dette, notre PIB, notre budget, et notre balance de paiement, ou si vous voulez, nos recettes d'exportation peuvent nous permettre de dégager chaque année 1 milliard pour financer le service de la dette. Aujourd'hui, on est à 200 millions. Si nous nous endettons, encore que la dette implique un délai de grâce pendant lesquels vous commencez à financer les infrastructures. Et c'est la 5e année, vous pouvez commencer à payer avec les surplus générés par les projets financiers financés par l'emprunt. Donc, j'ai cette approche qui consiste à dire comment augmenter le budget de l'État grâce à nos propres ressources mobilisées sur le marché financier. Je vais parler du fonds des promotions, plutôt les fonds souverains, comment les constituer, les financer ou les gager auprès liquide. Je parlais du marché financier international, peut-être des partenaires bilatéraux. Et même, nous avons aussi un allié important historique, la Belgique, la France. La Belgique, parce que c'est notre puissance coloniale, anciennement, on se connaît. On est mieux placé pour nous réconcilier, nous entendre le mieux, parce que moi, Gizenga me disait que les meilleurs amis qu'on a à l'école, ce sont les amis avec qui on s'est donné des coups. On se connaît déjà, on se connaît même les odeurs. La France, nous sommes un pays francophone, et les autres, et leurs partenaires, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je reviendrai particulièrement pour ce qui est de la guerre qui oppose demain l'Occident et l'Orient. La place de l'Europe face aux États-Unis, la place des autres. Donc, en résumé, j'ai beaucoup parlé, mais enfin, je crois qu'il faut mobiliser les ressources. Ce n'est pas avec 7 milliards de budget en ressources propres qu'on peut financer l'enseignement, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Qu'on peut financer l'État dans sa fonction régalienne qui est la sécurité, à l'aise où on nous manne par un petit pays. Donc, on n'a pas le budget. On n'a rien sur sol, PIB faible, mais alors on a tout, plus que le monde entier en ressources naturelles. On a tout compris, balancé. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une fois au pouvoir, autant l'Occident cache ses connaissances techniques et ses finances. Je n'ai pas fini. On n'a pas l'occasion de parler comme ça. Hein? Il y a du temps, il y a... Oui, voilà. Laissez-moi répondre. Autant eux préservent leurs connaissances techniques, les technologies, les ressources financières. Autant nous aussi, on doit préserver nous et créer un rapport de force. Je crois qu'ils ont besoin de nos ressources et nous avons besoin de leurs capitaux. Et donc, il faut créer un rapport de force pour qu'ils viennent avec leur argent, leurs connaissances techniques. Et nous leur donnions nos matières premières parce qu'ils en ont plus besoin. Au moins, c'est eux qui savent les transformer. Et donc, nous aurons besoin de tout ça. Bref, en résumé, c'est ça. D'abord, comment mobiliser les ressources internes. Ça, c'est un débat dont nous pourrions parler. La douane, les fiscs, les recettes administratives. Comment augmenter les ressources extérieures grâce à ces fonds à ces fonds souverains pour commencer à construire les Congos en partant de l'évaluation de nos besoins. Voilà. Je pense que toutes les questions... Oui, la deuxième question, vous vouliez savoir les choix. Si, c'est délibérément que j'ai fait ce choix. Je voulais qu'à travers cette conférence, que nous puissions interpeller modestement nos amis, nos dirigeants de l'Europe et de l'Occident, mais particulièrement de l'Europe, pour leur dire, attention, ce que vous faites est stratégique. Ce que vous faites est stratégique. Elle peut même soit tuer l'humanité ou libérer l'humanité, sauver l'humanité du déclin actuel et de la possibilité existentielle. C'est-à-dire, c'est une opportunité. Parce que dans les rapports de force dans le monde, il y a les États-Unis. L'Europe est allée dans sa guerre, la guerre de l'Occident avec l'Orient, peut aller avec les États-Unis. Mais les États-Unis, évidemment, considèrent qu'ils n'ont jamais de partenaires, ils n'ont que des supplétifs. Et ils voudront faire de l'Occident un vassal. Pardonnez, c'est ça ma compréhension. Évidemment, les Européens n'iront pas non plus avec les Asiatiques. La Russie est déjà beaucoup plus proche de l'URSS, plutôt de la Chine.
Maintenant, quelle est la position stratégique géopolitiquement parlant de l'Europe? Moi, je pense que l'Europe disparaîtra dans cette guerre-là des puissants, parce qu'elle déjà n'est pas très unie, si elle ne s'allie pas à l'Afrique, qui est en fait, autant on a dit que c'est le berceau de l'humanité, c'est par là où l'homme est né, et c'est par là aussi qu'il va rebondir, renaître dans ces conflits, mais aussi surtout dans cette menace climatique. C'est en Afrique qu'il y a des ressources naturelles qui permettront de produire l'hydrogène dont on a tant besoin, l'hydrogène ou l'électricité ou l'énergie verte. Il y a un article qui est paru, c'est un article sur une revue, la revue mondiale sur l'énergie verte, et qui dit que d'ici à l'horizon 2050, il faut que la planète Terre produise avec l'humanité, si vous voulez, produise 700 millions de tonnes de cuivre, plutôt d'hydrogène, pour qu'on ne mette pas plus de 1 million, plutôt plus de 1,8 degrés Celsius qui va perturber l'atmosphère. Alors 700 millions de tonnes d'hydrogène, l'Europe ne peut produire à cet horizon que 10 millions, l'Europe tout en 10 millions de tonnes, vous voyez ce que ça reprend. Le Congo à lui seul, 10 millions aussi. Mais il faut atteindre 700 millions. Il n'y a que l'Afrique qui peut permettre la production de cette énergie. Et je voulais les dire, parce que l'Afrique a d'abord au nord et au sud des tropiques les climats de chaleur, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, parce que c'est désertique au nord et au sud. Mais au centre, dans les tropiques, au-delà de la forêt, qui est principalement dont le Congo a la moitié, nous avons l'amortisseur qui est la forêt équatoriale. Mais surtout, nous, au Congo en particulier, nous avons beaucoup de cours d'eau, y compris les fleuves, qui représentent plus ou moins 44 000 mégawatts, qui permet de produire l'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène, qui est en fait une électricité verte dont l'Europe a besoin. Donc c'est ce partenariat-là qui va sauver l'Europe et le monde entier. Aucun pays, aucun continent de ceux qui vont se battre n'a cette proximité historique et géographique. Et donc ces partenariats, nous, Africains, on en a besoin pour contribuer à sauver l'humanité. Nous pensons l'Europe occidentale aussi. Comme par hasard, il se trouve que le Congo, qui a les gros des matières premières, des ressources naturelles, le Congo qui est au centre de l'Afrique, le Congo qui est une ancienne colonie belge, et il se trouve aussi que les négociations entre l'Europe et l'Occident se tiennent en Belgique, qui est la capitale en même temps de l'Europe. Je pense que c'est aussi la capitale désormais de l'humanité avec le Congo. Donc nous voulions leur dire quelque temps en les sensibilisant, de manière à les inspirer modestement par rapport aux enjeux. Je répète que c'est ici où va se décider l'avenir de l'humanité. Si nous croyons aux publications des scientifiques quant à ce qui concerne le dérèglement climatique, mais aussi à la guerre entre l'Occident et l'Orient, dont le salut dépendra du succès de ce partenariat et de ceux qui pourront en sortir. Merci. Cheikh Fita. C'est bien, c'est Cheikh Fita, un parmi du Congrès de Belgique, et Congolais de Belgique. Monsieur le Premier ministre, je suis heureux qu'il y ait un point qui est le même que j'ai mis dans mon non-gestion de la population. Pardon ? C'est-à-dire non-gestion de la population, c'est terminé avec le Congo. Il s'agit de la démographie de notre pays qui est aujourd'hui. Non, c'est 110 millions, vous êtes en retard. Oui, c'est la dernière publication de la Banque mondiale qui est actuelle. Ça peut être même plus effectivement. Et donc, pour ce sommet qui va avoir lieu, ça, il nous donne la possibilité d'avoir été choisi une date vraiment opportune par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est passé justement sur le jeu.
nous, Africains, nous prenons, c'est parce que nous avons la ressource. Et donc, eux, qui vont donner nos financements, c'est pas parce que nous sommes beaux, c'est parce qu'ils veulent gagner. Donc, nous, les Africains, nous, les Congolais en particulier, nous ne devons pas nous faire des illusions. Nous venons dans un marché où l'Occident a préparé de gagner. Qu'est-ce que vous avez comme suggestion, nos dirigeants, et les Congolais en particulier, par rapport à ce que nous avons comme atout de la pays, qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour que, à la sortie de ce sommet, nous, les Congolais, on soit gagnants compte tenu de ce que nous avons comme atout? Merci. Il est difficile de dire qu'à la sortie du sommet, nous serons gagnants ou perdants. Bien sûr que nous devons prendre les précautions. Dans un cas beaucoup plus global africain, où évidemment le Congo doit trouver sa place, comme je l'ai dit, il faut des réformes. Il faut des financements, il faut identifier les projets à financer, qu'il y ait une cohérence entre les projets à financer et la nature des ressources. Parce que si c'est pour développer, si pour faire financer les infrastructures, il faut de l'argent public. Nous pourrions emprunter avec perspective de rembourser. Nous pourrions avoir... Vous voyez, la Belgique, par exemple, elle a 500 milliards de dollars, ou d'euros, si vous permettez, de PIB, mais elle est surendettée. Si elle doit s'endetter pour elle-même, l'État belge doit s'endetter pour lui-même, pour financer le développement, retrouver la croissance, financer les déficits de ses comptes sociaux, réduire le chômage, que rapporte en termes des taux internes de rentabilité 100 $ investis en Belgique et pour lesquels elle devra payer 5-6%? Je trouve que les taux internes de rentabilité est faible parce que même si l'offre peut être créée, la création des richesses peut être faite par la technologie, mais la croissance est faite parce qu'il y a un problème de marché, l'Occident est saturé. Mais nous, on a un taux de rentabilité tellement élevé autour de 25%, même si l'argent coûte chez nous, mais l'empreinte des Occidentaux ici, de Belges, pour investir au Congo, rapporte plus là-bas qu'ici, et en termes de rentabilité financière, et en nombre d'emplois à créer pour les Belges au Congo, ou ici, et en termes de capacité de rééquilibrer des comptes, de réduire le chômage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que ce n'est qu'avec le Congo que la Belgique ou l'Occident, de manière générale, peut réduire son chômage, doubler son PIB, améliorer le pouvoir d'achat de la population. Parce que là-bas, nous avons toutes les richesses naturelles. Là-bas, nous avons la main, plutôt les bouches à nourrir. Il suffit de créer la richesse pour qu'en redistribuant en amont, parce que, dit-on, les économistes disent l'offre crée sa propre demande. Il y aura des demandeurs et l'Occident peut générer plus de ressources là-bas. Mais ça suppose qu'on améliore la gouvernance. Ça suppose qu'on mette fin à la sécurité. Les Occidentaux en général, mais en particulier la Belgique, ici, ils ont les secrets de ce qui se passe à l'est du pays, notre pays. Les Belges ont géré les Rwandais, les Ougandais, les Congolais, ils ont les secrets. Ils nous connaissent, ils se connaissent, nous nous connaissons. Je crois qu'en mettant fin à cette situation, nous ne leur demandons pas de mettre fin à cette situation, mais en travaillant ensemble, on peut créer les revenus dont le Congo a besoin pour montrer qu'il est fort, qu'il a des bonnes finances, qu'il a une armée et qu'il peut dissuader les voisins, les petits Rwandais. Alors, donc je réponds en disant, nos dirigeants, je n'attends pas beaucoup d'eux, parce qu'ils font partie du problème. L'Occident aussi fait partie du problème, en ce que, comme nous avons prévu de discuter s'agissant de l'échec, s'il y a échec, c'est parce que l'Occident est capitaliste et ne vient chez nous que pour s'enrichir davantage. Je ne parle pas des populations ni des dirigeants politiques, je parle du capitalisme. Le capitalisme n'a pas de race, de mon point de vue, le capitalisme n'a pas de couleur, le capitalisme a une loi, comment accumuler les richesses. Alors quels sont les garde-fous qu'il faut faire pour que l'argent qui viendra là-bas soit recyclé là-bas, contribue, l'investisseur récupère son bien, quitte à réinvestir, ça suppose que nous on aménage les conditions, de bonnes conditions de climat d'affaires pour que les investissements viennent au maximum et que nous puissions nous développer
et que nous puissions retenir notre jeunesse en lui donnant du travail, en réduisant la souffrance, alors c'est à cette seule condition que nous pouvons nous développer. En réponse, donc je résume pour dire que je ne compte pas beaucoup sur nos dirigeants. Je compte peut-être sur les partenariats en disant que les dirigeants africains et les dirigeants européens vont débattre pour introduire des vraies réformes, qu'on mette fin aux dictatures qui sont là-bas, quelles que soient soutenues par les multinationales occidentales, et de manière à ce que petit à petit qu'on ait et des institutions stables et des États aussi sécurisés et que le développement soit possible. Les amis d'Haïti, prenez les médias de la diaspora congolaise. Je voudrais avoir votre message pour ceux qui soutiennent la paix, selon la paix, les sommets Europe-Afrique, c'est pour balkaniser la République démocratique du Congo. Bien, merci pour cette question. Vous me donnez l'occasion de donner mon point de vue là-dessus. D'abord, l'Europe n'est pas compétente pour parler des frontières. D'abord le principe. Mais dans la pratique, ils ont annoncé, et dans la presse, les programmes. C'est l'ONU qui peut parler de cette question. Et puis le reste dépend de nous. Le reste dépend de nous. On va balkaniser. Moi, ce dont j'ai peur, c'est l'implosion du Congo, du fait de nos contradictions, plus que l'explosion à partir d'un pays voisin. Quel est ce pays qui peut occuper le Congo aujourd'hui? Il y a une occupation politique en termes de leadership sur nos dirigeants. En ce que, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit, je vais dire ça en lingala parce qu'en français c'est compliqué. Ceux qui moi na soso à tout ici sans nzungu, moi na soso un petit poussin dans une grosse assiette, vous le mettez pour une grosse marmite, voilà. Donc vous sentez. Nzungu et tout dit c'est que maman n'a rien assez. Voilà, donc on nous malmène par nos voisins parce qu'il y a des gens qui par compassion au Rwanda pour ce qui est arrivé et qui nous attristent tous, même si nous, Congolais, on n'y a été pour rien, on entête ce petit pays qui a tout intérêt à être bien avec le Congo parce qu'on est des frères. Ils ont la chance d'être à côté de nous, cette chance en perspective dans la mesure où que nous-mêmes, nous mettons fin à nos propres contradictions, eh bien, ils pourront... Vous savez, nous pouvons absorber le Rwanda. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je n'ai jamais passé parlant de la balkanisation. La balkanisation est déjà des faits, elle ne sera jamais des droits. Elle est des faits en ce que le Congo n'échange pas avec lui-même. Il y a des zones enclavées telles que, à partir du centre avec le Kasaï, enclavées à l'intérieur, c'est-à-dire des échanges inter-provinces, mais aussi inter-provinces, mais aussi par rapport aux autres provinces, nous n'avons pas fait des routes. Et c'est ça qui fait que nous sommes de facto balkanisés. Beaucoup de provinces, surtout celles qui sont à des frontières, travaillent plus avec des monnaies étrangères qu'avec leurs frères ou leurs sœurs jumelles à l'intérieur du pays. C'est de ça que j'ai peur. J'ai peur aussi de la crise sociale qui crée beaucoup de migration à l'intérieur du Congo et le fait que les gens, face à cette pauvreté, commencent à se détester. Mais aucun pays ne pourra balkaniser le Congo. Les Rwandais ne pourront jamais nous attaquer. Ils peuvent venir attaquer le régime. Encore que là aussi, en attaquant un régime, il ne faut pas, je vais dire en d'autres termes, qu'ils ne peuvent pas attaquer le Congo et réussir à avoir raison du peuple congolais. Ils peuvent avoir raison du régime. Mais ces régimes, pour le faire tomber, ça doit être avec l'accord des Congolais. Vous voyez comment ça s'est passé avec les impairs? C'est parce que les Congolais ont accepté que Kabila vienne, même si on ne savait pas très bien au niveau de l'opinion publique qu'il venait sur les chars des pays voisins. À ce moment-là, ils peuvent entrer, mais jamais pour occuper physiquement le Congo, parce que les Rwandais, ils sont 12 millions, même s'ils entraient tous, ils vont se perdre dans nos forêts. Ils vont se perdre. 12 millions, on va les absorber, ils peuvent vider le Congo, encore qu'à ce moment-là, nous serons obligés nous-mêmes d'aller habiter là-bas. Et donc, les Rwandais et le peuple rwandais vont disparaître. Donc, je dis, il n'y a pas de balkanisation, même l'Occident, si l'Occident le décidait, si nous ne voulons pas, ça ne se fera pas. Pour balkaniser le Congo, avec d'autres puissances qui viennent se diviser le Congo et se partager. Je n'y crois pas personnellement. Peut-être que je suis naïf. Tant mieux pour moi d'ailleurs, je préfère être naïf pour avoir encore de l'espoir. Donc,
Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et ceux qui souhaitent cette balkanisation en diffusant une telle information, je leur dis de ne pas compter sur le peuple congolais. Cette terre de Lumumba, on a beaucoup donné, et nos ancêtres politiques, nos pères fondateurs ont payé la facture. Il n'y aura pas de balkanisation du Congo, peut-être implosion entre nous, mais nous finirons par trouver la solution. Voilà, on va discuter ici, on va faire de la gauche à droite. Journaliste, Voilà ma question. Je reviendrai revenir sur la question sécuritaire et la question de terrorisme en Afrique. Allons-nous continuer à confier cette question, ce volet, à nos partenaires occidentaux, la France, l'Union européenne, entre autres? L'absence des résultats de la force Barkhane. D'abord, c'est la pluie Barkhane, les G5 Sahel, l'anonymisme en sont des exemples concrets du peu ou même du manque de résultats concrets par rapport à ces partenaires occidentaux. Donc, je voudrais savoir si une question, si une militaire panafricaine, et alors peut-être négocier avec nos partenaires occidentaux pour avoir un appui logistique militaire. L'exemple du Bénin en est suivi le terrorisme depuis. posez une question ou vous développez une pensée? Non, je vous donne la suite de ma réflexion. Ah, très bien. Bah alors, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Non, je vais poser la question de savoir est-ce qu'une telle réflexion est menée au sein de l'Union africaine ou montée. Mais je ne crois pas à ces entités hétéroclites. Il faut poser la question aussi, nous y pensons en tant que Congolais. Je vous réponds brutalement, déjà, en vous disant que moi, je ne compte pas beaucoup sur nos dirigeants. Nous avons beaucoup de contradictions au sein de nos institutions, beaucoup de contradictions entre Africains. Qui fait mal à l'Afrique? C'est elle-même. Qui fait mal au Congo? C'est des Africains. Alors nous allons mener la réflexion avec le Rwanda, l'Ouganda sur quelle force il faut pour protéger qui contre qui. Vous voyez ça? Le problème, il n'y a pas de terrorisme chez nous. Veuillez vous asseoir, je vous réponds. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. De manière générale, c'est la même réponse. Oui, c'est vrai, même les terroristes, là je m'interroge, peut-être que ça commence à exister du fait de la misère. Il faut une solution parallèlement sur le plan militaire pour dissuader, mais il faut une solution économique et faire que ces jeunes ne se fassent pas recruter, appâtés par ceux qui ont des moyens et qui les utilisent pour des causes qui sont des causes de conquête et d'exploitation. Ben, bien sûr que nous-mêmes, on est entrés dans cette logique de l'exploitation du fait de nos contradictions, du fait de nos faiblesses, du fait de la pauvreté. Je pense que l'Union européenne et l'Union africaine vont lever les options qui transcendent nos contradictions, y compris nos contradictions en tant qu'Africains et le monde capitaliste qui entretient quelquefois ces genres de groupes pour prendre les minéraux en exploitant artisanalement et prendre des pans importants des gisements pour investir et prendre les richesses aux dépens des populations. Donc j'ai dit, ces partenariats, il faut faire en sorte que l'Afrique crée la richesse, permettre aux États d'avoir une bonne fiscalité qui s'assied sur les ressources économiques ainsi mobilisées, afin que ces États aient des budgets qui leur permettent de financer des armées, d'élaborer des armées républicaines. C'est chaque État qui doit se défendre. Et même s'il y a une force internationale qui vient, il doit venir en appoint à une force nationale, une force armée nationale, qui elle-même peut défendre la patrie en ayant l'appoint et le soutien de ceux qui viennent de l'extérieur. Si le pays en lui-même n'a rien comme armée, parce que l'armée et la défense est un attribut de souveraineté. Et il y a une trilogie en matière de souveraineté. Il faut avoir une bonne économie. Ça se résume à la monnaie, avoir une bonne monnaie, premier attribut. Avoir une armée qui dépend des bonnes finances qui peuvent équiper cette armée. Et puis une diplomatique qui, elle aussi, dépend de la capacité de défendre pour peser dans les concerts des nations quand on négocie.
tant que nous n'aurons pas ça, nous serons toujours victimes, y compris de nos propres frères qui entrent dans la bourse pour chercher à manger. Donc, moi, je pense que la solution à cette question passe par la souveraineté des États, qui passe par le développement économique. C'est en cela que les partenariats Europe-Afrique m'intéressent, dans un contexte où il y a des enjeux mondiaux qui obligent l'Occident, pour se sauver, et pour qu'on se sauve ensemble et sauver l'humanité, doit construire un partenariat existentiel avec l'Europe, parce que nous serons tous emportés si nous n'y travaillons pas. L'Europe ne pourra pas le faire avec la Chine, l'Europe ne pourra pas le faire avec les États-Unis, sauf à accepter d'en être un supplétif. L'Europe le fera avec... Parce que l'Europe a toutes les connaissances techniques, a toutes les ressources financières, et avec l'Afrique, l'Europe pourra se positionner et peser dans les concerts. C'est ce couple-là qui peut sauver l'humanité. C'est ce couple-là qui fera que l'Europe soit acceptée, sinon elle se fera manger. Et parce que si la guerre, c'est la guerre pour les minéraux, et si l'Europe continue à considérer l'Afrique comme un gibier ou une proie, elle ne sera pas suffisamment fort et n'aura pas les partenariats de l'Afrique. Et l'Afrique se fera capturer par les plus puissants que l'Europe, et avec elle aussi, l'Europe se fera manger par les puissants. Donc il faut le couple pour être puissant et jouer dans les concerts des continents en présence. Donc en réponse à votre question, ce sont les États. Et ces États, il faut les viabiliser de par les partenariats Europe-Afrique, de manière à ce que nous nous sauvions constamment, parce que c'est l'Afrique qui a l'essentiel des ressources naturelles de l'humanité, l'Occident dans son ensemble, de l'Orient aussi. Ensuite, quand vous avez déjà eu la parole, je reviendrai vers vous. Journaliste aussi? Non, d'abord les journalistes. Georges, après je reviens à la question. Commençons par les journalistes. Monsieur le Premier ministre, vous savez parler d'une éventualité, échec ou des réussites à la suite de la conférence qui va avoir lieu sur le CGD. Je n'ai pas parlé de l'échec de la conférence, mais de l'échec du partenariat, et même de l'échec des résultats, même si les investissements sont réalisés, parce que s'ils sont réalisés et qu'ils n'ont pas de cohérence, et qui n'intègrent pas véritablement les questions sécuritaires, les questions de défense, les questions de stabilité et de gouvernance de manière effective, et que l'investissement est toujours dans la logique capitaliste d'accumulation des richesses plutôt que de développement et de partage du surplus, pour moi, le partenariat aura échoué. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre. Je suis justement dans cette logique que j'aimerais savoir quelle analyse d'abord vous faites de rapport de force entre l'Occident d'un côté et l'Afrique de l'autre. D'autant plus que dans l'histoire politique du Congo, vous l'avez souligné tout à l'heure, il semble bien qu'il y a une certaine, vous allez m'excuser l'expression, il y a, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il manque une certaine intelligence collective dans les chefs des hommes politiques du Congo. Et c'est là, en partant déjà des années 60. Alors, je ne sais pas quels sont les éléments qui vous permettent aujourd'hui, je ne sais, oui, et dans quelle mesure vous supposez peut-être que le Congo a évolué depuis 1960 et que les contextes actuels seraient un peu plus favorables pour permettre à la population congolaise et surtout aux dirigeants congolais de pouvoir maîtriser les appétits dévorants du système capitaliste qui est l'Europe, l'Occident que vous avez cité. Oui, bon,
l'intelligence collective de l'élite politique ou des politiciens congolais, vous savez, nous sommes un substrat, le résultat du vrai rapport de force au niveau local. Les dirigeants sont ceux qui sont les peuples. Nous avons une élite qui est celle-là du fait que la société n'a déjà pas de corps intermédiaires. On n'a pas de syndicat, on n'a pas d'ONG, on n'a pas d'église, parce que la plupart des églises, c'est ceux qui contrôlent ces églises ambulants, c'est-à-dire les charlatans. On a sombré d'abord matériellement et par la suite moralement, mentalement. Alors vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous pouvez bien reposer la question. Qu'est-ce qui a changé en fait dans le contexte actuel par rapport à tout ce que nos aînés politiques, c'est-à-dire le Lumumba, ont commis comme erreur? Est-ce que la classe politique congolaise actuelle est beaucoup plus capable, a une intelligence collective beaucoup plus développée par rapport à ses aînés? Non, ce sont deux enjeux différents. Le père fondateur voulait la liberté. Nous disions, nous n'avions pas l'ambition de développer le Congo parce que nous n'étions pas préparés. Et les Belges nous nourrissaient bien, on avait des bouches pleines, tout en Afrique. Nous étions mal placés pour demander l'indépendance. Il ne s'agissait que du développement. Mais nous voulions la liberté. Je dis bien la liberté. C'est-à-dire que nous devons être libres chez nous. Et il donne l'exemple d'un animal qu'on met dans la cage. Même les lions, vous le mettez dans le parc, vous lui donnez à manger les gibiers qu'il aime bien manger, il ne sera pas content. Il voudra attraper lui-même son propre gibier en courant. Donc la liberté, quitte à ce que tu manges bien, mais tu es libre, parce que la liberté est plus importante que les bien-être matériels. Et donc, ils voulaient l'indépendance. Ils n'ont commis aucune faute. Sauf que les Occidentaux n'étaient pas préparés à lâcher ou à libérer. C'est comme un parent qui pense que l'enfant n'est pas encore suffisamment grand pour se marier, alors qu'il oublie lui-même que l'enfant ne deviendra mieux, n'aura l'expérience du mariage quand il va se marier. Nous voulions la liberté, qui est à ce que petit à petit qu'on commence à construire, apprendre à construire le pays, en formant les jeunes gens, mais tout cela sous l'accompagnement des Occidentaux, des amis occidentaux. Le monde, si vous les suivez, il disait bien ça. Mais dans le contexte de la guerre froide, on les a balayés parce qu'on avait peur de la démocratie et de la liberté. Dans le contexte de la guerre froide, avec la possibilité que le pays devienne libre et pouvait faire entrer l'Occident, plutôt l'Orient, l'URSS ici. C'est un contexte, il faut comprendre, c'était des bonnes guerres. Mais alors, la question que vous posez, comment, fort de cette expérience, de ces ratés-là, qui ne correspondent pas au fait que nos aînés se sont trompés, ils avaient besoin. Gizenga nous dit d'ailleurs, nous en il dit, je suis allé à Moscou demander les armes contre l'Occident. L'Occident a tremblé parce que j'ai parlé sur la radio Moscou. Il dit, heureusement que je n'étais pas aussi lettré que vous. Si j'étais universitaire comme vous, j'allais prendre peur. Parce que j'aurais compris qu'on ne joue pas avec l'Occident. Jouer avec l'Occident, c'est comme un petit animal que j'étais dans la gueule du loup. Qui pouvait comme ça, j'ai disparaissé. Il dit, grâce au fait que nous étions moins instruits, on n'avait pas toujours beaucoup de visions, on a accepté de braver l'Occident. Et vous qui êtes universitaire, à la place, vous auriez affaibli par vos connaissances, vous alliez dire, attention, je vais me faire voiler. On avait besoin de prendre ces risques-là pour devenir libre. Quelles que soient les erreurs que nous avons commises, dialectiquement, ça permet aux générations suivantes d'apprendre sur le fond de nos erreurs pour faire mieux. Alors, maintenant, la situation s'est dégradée parce que nos pères fondateurs n'ont pas réussi à continuer la gestion et le programme mettre en place. Ceux qui sont venus ont fait autre chose et la dictature a continué. Moi, je me plains de ceux que l'opposition, entre guillemets, de manière générale en Afrique, les gens disent, comment je dis, disent nous combattons les dictateurs, alors qu'il ne s'agit pas de combattre les dictateurs. Il faut combattre la dictature. Parce que vous pouvez changer le dictateur, partir de la dictature, vous pouvez même en devenir les produits ou les sous-produits, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut combattre les systèmes et non pas un individu. Il faut remplacer les systèmes par des réformes et non pas être celui qui remplace, etc. C'est le système qui doit remplir, le nouveau système qu'on doit incarner, qui doit remplacer l'ancien. Il ne suffit pas d'avoir un seul homme, il faut un groupe, une vision et des réformes. Et la dictature, on ne met pas fin à la dictature
par la démocratie qu'on décréterait. La démocratie, ça se construit aussi. Il faut en avoir la culture. Il faut apprendre au peuple d'assumer cette démocratie. C'est un processus. Donc, en résumé, nous avons une faiblesse comme élite. On n'est pas plus intelligent que les autres parce que dans l'entretemps, on n'a pas réussi à se forger un comportement, une vision, étant toujours dans la servitude. Vous ne pouvez pas. Un peuple ne peut pas s'en sortir s'il n'a pas des dirigeants qui s'est choisi. Un peuple en captivité ne peut pas s'en sortir. Il y a même dans le règne animal des animaux qui ne procréent pas quand ils sont en captivité. Donc, c'est difficile pour nous de penser que nous sommes... Peut-être qu'on a un peu plus de connaissances, mais on a moins des libertés d'expression, des libertés intellectuelles et d'initiative comme nos ancêtres politiques. Mais moi, je suis dialecticien et je crois beaucoup à ce que la société avance du fait des erreurs. De ces erreurs, je crois que nous pourrions nous en sortir si nos amis occidentaux, heureux de la crise écologique, heureuse la crise écologique, heureuse la guerre entre l'Occident et l'Orient, peut-être que nous pourrons nous réconcilier. On avance vers quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Francis Canconné. Oui, Monsieur le Premier ministre. Oui. En fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, je représente la chaîne radio Zap Congo, la chaîne télé Antenne A, que vous connaissez à Kinshasa, ainsi que Média Pro Télévision. Ma question, je parle de l'homme maintenant. Je parle à l'homme, pas au Premier ministre, à l'homme qui a l'expérience. Aujourd'hui, il se passe un problème chez nos frères et chez nous-mêmes au Congo. On a un peu une crise de confiance auprès des hommes politiques. Je m'explique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont le plus étudié dans la diaspora ou au Congo ont tous pris le pouvoir à tour de rôle. Tous, chacun, quels que soient les présidents, ils ont tous pris le pouvoir à tour de rôle. Alors il se fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais, je ne parle pas de leur nom, mais je dis juste le peu de critiques que je reçois dans mes émissions, ils se demandent pourquoi on leur ferait confiance alors qu'on ne sait même pas déterminer idéologiquement parlant la gauche de la droite. Les gens suivent les hommes, mais il n'y a pas de vrai programme établi. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faudrait un programme de coalition, un programme où vous êtes tous mélangés, où vous donnez des idées. Mais techniquement, vous qui êtes, pardon de le dire, un homme intellectuellement un peu plus que les certains, quelle différence faites-vous par rapport à ce qui se passe dans l'Occident entre ceux qui sont de droite ou de gauche? Parce qu'au Congo, idéologiquement parlant, on ne voit pas trop la différence. Ok. Voilà. Bien, au Congo, il n'y a pas de clivage gauche-droite. Il y a peut-être un clivage, les gens d'en haut et les gens d'en bas. C'est-à-dire les élites et leurs oppresseurs et la population qui est en bas exploitée dans cette élite en connexion avec ce qui leur donne le pouvoir ou qui les aide à rester au pouvoir en dépit de leur illégitimité ou de nos illégitimités. Ce n'est pas une question véritablement d'intelligence. Bon, ça c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Tout dépend comment j'arrive au pouvoir, avec qui et pour quoi faire. Si j'arrive au pouvoir comme un homme soumis, qui n'a pas un minimum d'indépendance, mais cette indépendance doit être intellectuelle, mais doit reposer sur une offre politique que j'arrive à imposer, pour lesquelles j'ai le contrat du peuple avec le peuple. À ce moment-là, je me sentirai l'obligation de rendre compte, parce que le peuple, c'est lui la force pour la démocratie. Ce n'est pas que les dirigeants soient forts. Les dirigeants paraissent forts, ils imposent parce que le peuple est faible. Ici, on parle de gauche et droite. La gauche est soutenue à comme fond les masses ouvrières, les paysans, ceux qui gagnent peu. Mais ça, c'est le reflet de l'infrastructure économique qui fait qu'il y ait l'exploité par le capitalisme. Il y a d'une part ceux qui ont le capital, d'autre part ceux qui ont le travail. Ceux qui ont le capital, ils organisent le travail, et ceux qui ont la force de travail, ils viennent apporter, ils créent la richesse et la répartissent. Ce sont les rapports de production et la manière dont la revenu est distribué qui crée ces superstructures qui sont la gauche avec son syndicat de gauche pour caricaturer, la droite avec sa bourgeoisie et les syndicats de patrons. Donc la gauche et la droite c'est sous-tendu par un ordre social en amont. Mais chez nous, ces clivages n'existent pas, il n'y a pas de capitalisme. Il n'y a pas de syndicat de capitalisme. La fête chez nous, c'est misérable. Les gros des troupes se trouvent dans l'informel, incontrôlables et inorganisés, pour défendre les intérêts. Ce qui se passe chez nous, on aliène les actifs au profit des étrangers, sans respecter ne fût-ce que le petit calcul, c'est parce qu'à l'intérieur, s'il y avait une bourgeoisie qui a des capitaux, qui pèsent sur les dirigeants politiques en disant tiens, mais vous voulez vendre Snell, Régis des autres, les vendez à nous. Et quel est le prix? Ils seront obligés de respecter la procédure pour qu'elle n'entre pas en conflit avec les mondes capitalistes qui veulent qu'il y ait un minimum de transparence pour que chacun gagne.
Donc vous avez des dirigeants faibles en termes moraux parce qu'il n'y a pas en amont de forces sociales qui les contraignent. Même chose du côté de la masse, qui est l'autre composante de la société. Il n'y a pas de syndicats de travailleurs. Chez nous, si on avait des paysans, déjà les paysans pouvaient bloquer les différentes artères pour que les dirigeants politiques ne circulent pas et les mots capitalistes ne circulent pas. Ils seraient obligés de négocier. Si nous avions une masse, d'où le capitalisme crée les conditions de sa destruction, à ce que crée une main-d'œuvre qui devient une force contre elle, mais qui est en même temps une force qui lui permet de créer la richesse. C'est ça la société humaine. Et donc, c'est sorte que nous n'avons pas ces superstructures comme parti politique, comme force sociale, en cohésion avec les syndicats pour créer un rapport de force des sociétés. Nous sommes une société, nous n'avons pas assez de temps ni d'occasion de discuter. Vous allez voir comment la masse monétaire, qui est l'expression de l'économie, est répartie dans le pays. Nous avons une masse monétaire, s'il vous plaît, qui ne représente que 10% de notre pays. Nous avons un crédit qui est la contrepartie de l'épargne au Congo, qui se situe au niveau de 4 milliards, 4-5 milliards de dollars, qui représente moins de 10% de notre pays. Et ici, en Occident, la masse monétaire, les crédits à l'économie, en Belgique, il y a des crédits pour plus ou moins 500 milliards de dollars qui correspondent à la richesse du pays et qui est disponible dans les systèmes bancaires pour que chaque Belge qui veut, pour autant qu'il ait un revenu pour payer, puisse s'endetter. Chez nous, même si tu veux t'endetter, il n'y a pas de monnaie. Mais cette monnaie dont je vous parle là, elle est à 70% à Kinshasa. L'arrière-pays, c'est le désert monétaire, c'est des trocs. Alors, dans un tel environnement, il y a des choses qui sont en Occident que vous voyez qui chez nous ne peuvent pas fonctionner. Le paysan est dans la cueillette, il est dans les trocs. Il est exclu politiquement, parce qu'il est exclu socialement. En fait, quand vous n'êtes pas socialement existant, vous cessez d'être politiquement et d'avoir une expression politique. Alors, ces déficits d'infrastructures créent les déficits de la superstructure, créent les vides économiques, permet aux dirigeants d'opprimer la base, tout en étant eux-mêmes opprimés. Si j'entre dans un gouvernement où j'y vais comme client politique, sans projet politique, sans identité, sans personnalité, je jouerai le jeu du grand nombre. Je me plaignais parce que vous avez dans le gouvernement des gens qui se plaignent, qui disent « Ah, moi, quand et pourtant, je dis « Mais ici, tout le monde se plaint de tout le monde. » C'est trop compliqué. Regardez nos partis politiques. Ils sont d'autant plus faibles que le gouvernement ne les soutient pas, parce qu'il n'y a pas de financement de partis politiques, ni de remboursement des dépenses électorales. Alors les partis politiques deviennent les biens de celui qui les finance, y compris les ministres que vous devez contrôler, parce qu'il est au gouvernement et qu'il doit rendre compte aux partis qui jouent les rôles dirigeants, parce qu'ici, c'est le parti qui gère. On sait que c'est le parti qui rencontre, qui investit les ministres et les députés, c'est lui qui rencontre le peuple. Et c'est le parti qui appelle les ministres et les députés, venez messieurs. Nous pensons que vous sortez de la ligne. Sinon, nous allons vous faire tomber. Vous voyez ça? On n'a pas de parti. Moi, je suis en train d'en faire. Et donc, ces partis, même quand ils existent, ils n'ont pas une idéologie. Parce que vous allez trouver l'électorat en fonction de quoi? Parce que cet électorat qui est dans la société, il doit représenter un groupe d'intérêts comme ici, vous voyez. En France ou en Belgique, vous voyez tel dirigeant est soutenu par les gens d'une catégorie sociale. Ils sont une force qui les soutient, l'aide à arriver au pouvoir, et en même temps, les contrôle et peut le démettre. Donc, peut vous faire et vous défaire. Donc, on ne peut pas être dirigeant fort par nous-mêmes, on doit être fort par le peuple. Mais on peut aussi être fort par l'ennemi du peuple. Ces moments-là, vous travaillez pour servir cet ennemi-là, servir les intérêts qui vous mettent en antagonisme avec le peuple. Un peu simple, un peu la situation. Juste la crise de confiance, Monsieur Excellence. La crise de confiance doit commencer par avoir un sens de conscience par vous-même, le peuple. Parce que vous, les dirigeants sont ce que vous voulez qu'ils soient ou ce que vous êtes. Alors vous plaignez-vous de vous-même. J'ai dit que les oppresseurs, les dirigeants que nous sommes, nous ne donnons au peuple que ce qu'il peut nous demander, tout en étant une force, c'est pour une force sociale. Quand vous êtes un syndicat, vous n'êtes force sociale que si vous êtes réellement force, vous pouvez bousculer le pouvoir en place. Donc le peuple n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Enfin, c'est nous qui devons l'organiser pour qu'il se dresse contre nous, c'est dialectique. Pour qu'il soit en position de nous faire et de nous défaire. Ça, c'est un processus historique.
Ne vous plaignez pas de la crise de confiance. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut avoir le pouvoir de sanctionner parce que c'est vous qui l'aurez créé. Et que c'est à vous qu'il est redevable. Nous sommes dans ces pièges historiques. Voilà, je vais revenir ici, mais peut-être que permettez-moi aussi de poser une question, parce que sinon on ne va pas, la conférence va finir sans que je n'ai posé une question. Et, vous avez parlé tout à l'heure de relations, peut-être rebondissant un peu sur la question de notre collègue, notamment de relations entre États en Afrique, parce qu'il me semble bien, avant d'aller chercher partenariat qui marche ailleurs, il faudra aussi, comme vous l'avez dit, que vous-même, vous puissiez être en phase les uns les autres pour un développement harmonieux de l'Afrique. Mais tout récemment, on a suivi la sortie du président rwandais, Paul Kagame, qui a estimé qu'il pouvait venir en République démocratique du Congo régler ses problèmes et qu'il il ne demandera avis à personne si jamais l'intérêt du Rwanda le dictait. Et je me suis souvenu directement de votre sortie il y a, je pense, une année ou une année et demie, où vous avez estimé que la seule solution pour trouver la solution, notamment par rapport à la crise à l'est, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est faire la guerre au Rwanda. Avec cette nouvelle sortie, vous estimez que finalement, que cette dynamique-là est la seule, ou bien il y a possibilité peut-être dans le cas de l'Union africaine que vous puissiez peut-être sensibiliser le Rwanda autrement. Oui, il faut sensibiliser le Rwanda, l'Union africaine, mais le Soudan aussi. Hein. En fait, j'ai donné un proverbe ici pour dire que quand un petit poussé remplit l'assiette, c'est que sa maman est en dessous. Le Rwanda est gâté, soutenu par ceux qui en fait se reprochent ce qui est arrivé là-bas. Le génocide, c'est dommage, comme je l'ai dit ici, nous n'avons rien fait pour qu'il en soit ici, même si nous sommes solidaires en tant qu'Africains, en nous disant, bon, ça ne devait pas arriver, c'est pas bon cette question de génocide. Je dis ça, effectivement, qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Mais qui peut faire la guerre au Rwanda, sinon un pouvoir souverain qui vient du peuple, et qui est aussi économiquement en mesure de financer une armée qui peut dissuader le Rwanda. Vous voyez que le président Kagame a dit la même chose que moi, sauf que lui n'a pas raison de le faire. Ils ont dit, bon, nous allons attaquer le Congo, on va leur faire le... Sauf qu'ils ne peuvent pas attaquer le Congo. Ils peuvent poursuivre un régime, encore que là, nous n'accepterons pas, et donc ils n'entreront pas. Je vous ai dit que les Rwandais, même s'ils venaient avec une armée de 12 millions d'habitants, parce qu'ils sont 12 millions, ils ne pourront pas entrer au Congo sans notre autorisation. On n'a pas besoin des armes pour ça, de toute façon, ils vont se perdre. 12 millions, ils vont les perdre, ils vont se perdre, ils seront obligés de négocier. Et s'ils entrent, ils vont vider les Rwandais. Et à ce moment-là, nous pourrions y aller à pied. Et les Rwandais vont disparaître. Je vous dis des choses qui sont concrètes. Il va disparaître. Non, moi je crois que Kagame s'amuse. Il dit qu'il viendra, mais peut-être qu'il viendra gesticuler à la frontière. Peut-être que l'armée congolaise ne pourra pas. Il fait la différence entre le régime et l'État congolais, qui doit redevenir souverain et qui doit avoir une armée qui peut faire la guerre. On n'en aura peut-être pas besoin. Dès que le peuple revient sur les pouvoirs légitimes, le Rwanda va se taire. Et nous allons mettre de l'ordre pour qu'ils viennent. Vous savez, ils sont 500, ils sont 12 millions d'habitants sur un espace de 26 5 km². Et demain, bientôt, avec le taux de fécondité qui est le leur, et les nôtres aussi d'ailleurs, ils vont devenir 24 millions d'habitants, ils seront 1000. C'est un peuple d'éleveurs, il n'y a pas d'espace. Ils viendront chez nous et ils y viennent déjà. À nous de mettre de l'ordre chez nous. Je tiens beaucoup au projet de titrisation de terre en passant par la redistribution de terres aux communautés locales qui sont les occupants, les premiers occupants. S'ils ont les... on ne peut pas l'occuper. Les territoires et la démographie font l'histoire. Donc, je crois avoir donné réponse à votre question. Mais maintenant, je voudrais peut-être aussi renchérir. Mais dans ce cas-là, quand vous faites un tel diagnostic, la stratégie en ce moment ne serait pas justement de négocier avec ceux qui entêtent le Rwanda pour que cette entreprise-là puisse cesser. Nous ne pouvons pas négocier si nous-mêmes on ne devient pas souverains comme peuple, comme dirigeants, pour faire des réformes à l'intérieur qui feront que notre patrimoine foncier
que l'État ait sa part dans son domaine public et le domaine privé aussi. Que les communautés locaux deviennent des vrais chefs féodaux qui redeviendront, grâce au progrès des sociétés, rentreront dans le capitalisme, y compris. Moi, j'ai été dans les Kwango pour regarder les bovins qui étaient venus avec des vaches. J'étais en colère, pas contre ceux qui sont venus, les Tutsis. Non. Moi, je veux que les Africains exploitent les opportunités qu'ils ont entre eux. Moi, j'étais en colère contre moi-même, contre les dirigeants politiques qui font que les communautés locales n'ont pas leur terre pour que l'arrivant respecte et négocie avec elles. Et ce qui d'ailleurs encouragerait les développements. Quelqu'un vient avec 1000 vaches, tu as 200 hectares ou 1000 hectares comme chef coutumier avec ta communauté, vous l'accueillez gentiment, il signe des documents, vous exploitez ensemble, vous partagez, moi ça ne me pose pas de problème. J'ai trouvé que le contexte migratoire en Afrique est gêné par le fait que l'Afrique ne met pas l'ordre en son sein et le Congo ne met pas l'ordre en son sein pour accueillir les investisseurs en étant comme propriétaires originaires des détenteurs des titres et qui font que vous pouvez passer de la copropriété indivise vers la propriété privée avec l'avantage que vous êtes concessionnaire perpétuel et que celui-là vient, vous lui donnez un espace comme concessionnaire ordinaire dont les droits des jouissances sont limités dans les temps. C'est ça qu'il faut mettre. Donc, conseiller aux amis qui soutiennent le Rwanda, je crois qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un qui fait les choses pour son intérêt et puis vous allez changer sa volonté. Il faut créer un rapport de force. Ça passe par le développement. C'est dans la durée que nous allons créer un rapport de force comme peuple pour nous faire respecter par ceux qui soutiennent le Rwanda et qui les soutiennent pour des objectifs qu'ils peuvent atteindre avec nous-mêmes. Au lieu de passer par les dos du Rwanda qui se met en conflit avec le Congo alors qu'il a besoin d'être avec le Congo pour que son avenir, qui en dépend, son avenir pour trouver une voie beaucoup plus... Merci. On va prendre les dernières questions. D'abord des journalistes et puis on va peut-être prendre 3-4 questions du public. Merci. Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Et comme ça, après, je vous donne le micro. On va terminer avec les deux derniers. Voilà, les deux derniers journalistes, après peut-être le public aussi. Ah, on a un temps limité. Ok. Voilà, c'est Oncle Kim de Radio Panique. Et je coordonne aussi à Radio Publique, qui est une radio citoyenne ici à Bruxelles. Voilà, je voulais revenir sur le clivage Orient-Occident et essayer d'avoir votre position personnelle de la position qu'occupent aujourd'hui les Occidentaux en Afrique, je parle de l'Afrique dans son entièreté, face à l'omniprésence des Chinois. Que pensez-vous personnellement de cette position-là? Moi, j'ai peur des Chinois. Je vais vous le dire pour des raisons ou trois. D'abord, ils sont très nombreux. Ils peuvent même venir nous envahir avec 100 millions d'habitants. Ce sera une goutte d'eau, du moins en termes de mouvement migratoire par rapport. Deuxièmement, ils ne sont pas aussi, en fait, ils seront des capitalistes sans expérience du capitalisme. L'Occident a l'avantage d'avoir pratiqué et d'avoir tiré des leçons, ce qui les rend d'ailleurs aujourd'hui assez frileux. Et on se connaît, on peut. Je ne les fais pas pour opposer les uns contre les autres. J'ai fait les choix. Et ensuite, comme ancien Premier ministre, nous avons signé un partenariat sur 6 milliards de dollars, dont 3 milliards. D'ailleurs, nous voulions 9 milliards. Le FMI a dit non, vous venez du désendettement. Vous étiez à 14, maintenant vous êtes en condition d'avoir une capacité d'absorption des nouvelles emprunts. Donc limitez-vous dans un premier temps à 6 milliards de dollars, dont 3 milliards vont financer le développement de la mine et 3 milliards pour les infrastructures, quitte à ce que l'investissement minier, lui, sécrète les cash flows nécessaires au remboursement de ces 3 milliards, de ces 6 milliards, y compris les 3 milliards pour les infrastructures publiques. Donc les Chinois ont libéré les 3 milliards pour l'investissement minier et ils exploitent depuis 3-4 ans maintenant. Il y a un cash flow qui sort. Dans l'entretemps, pour les 3 milliards pour que nous financions les infrastructures, n'ont été décaissés qu'à hauteur de 800 millions de dollars. 2 milliards 200. Pendant 10 ans maintenant, n'ont pas été décaissés.
Alors la question est de savoir est-ce que c'est une collusion entre eux et nos dirigeants politiques, je ne sais pas répondre. Est-ce que c'est la négligence de nos dirigeants? Je suis tenté de le dire, parce que même les 800 millions décaissés par les Chinois n'ont pas financé les infrastructures repris dans les programmes que nous avons signés, sinon Congolais. Et les 2 milliards qui sont restés n'ont jamais été décaissés. Et je me pose la question, est-ce que les Chinois n'ont pas voulu libérer pour cette tranche-là? Que ce soit du fait de nos dirigeants, que ce soit de leur fait, je considère que parce que ces programmes étaient assis sur la volonté de construire les infrastructures au Congo, les Chinois ne sont pas des partenaires crédibles, du moins par rapport à cette question-là, parce qu'ils n'ont pas aidé les Africains à réaliser les infrastructures aujourd'hui en termes de coûts d'opportunité. C'est très très grave. Le Congo, vous savez, nous sommes enclavés, je l'ai dit tout à l'heure, le Kasaï, là, c'est notre malheur. Hein. Tant qu'on ne désenclave pas les Kasaï, non pas en sensé en termes de territoire, mais en reliant les Kasaï à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, nous sommes foutus. Alors, pour relier les Kasaï au reste du Congo, il suffit de faire la suite de la route nationale numéro 1, qui reste, qui n'est faite qu'à moitié, jusque, je crois, dans le Kasaï central. Mais c'est un malheur. Cette population est en train d'émigrer pour aller dans le Bandundu et ainsi de suite, alors qu'elles ont des terres, même s'il y a un problème de terres aussi là-bas, dont nous parlerons et pour lesquels nous avons la solution, en tant que nouvel élan. Je pense que cette route-là, et d'autres encore, plus ou moins 3-4 000 km² pour relier les Kasaï, et à travers le Kasaï, le reste de l'Est, plutôt de l'Ouest au Kivu, et au nord, province orientale, en passant par quelques territoires de Lusambo, plutôt comment je puis dire, non pas Maniema, c'est, comment je puis dire, les Sankuru, et les Sud, pour aller vers l'Angola. Je crois que ça va libérer et le Kasaï et l'ensemble du Congo. Et ils ne l'ont pas fait, les Chinois ne l'ont pas fait. La faute de nos dirigeants, mais c'est des partenaires qui sont assez avancés. S'ils voulaient bien nous aider, ils voulaient bien travailler avec le peuple, comme c'est dit dans l'accord qu'on a signé avec eux. Alors, ce qui se passe, c'est que cet argent, ils le gardent encore par des verres. Alors, il y a une question qui se pose, qui pose la crédibilité de notre partenariat. Que ce soit irresponsable de nous, quelle est la qualité de ces partenariats-là? Alors, donc, par rapport à cette guerre, moi, je plaide pour que l'Occident, qui a l'avantage d'avoir colonisé le Congo et qui connaît les faiblesses, le Congo et l'Afrique en général, qui connaît les faiblesses de leur vision, qui connaît nos faiblesses, je crois que nous allons nous sauver ensemble en faisant ces partenariats et ça pourra permettre de mettre fin à la guerre potentielle entre l'Occident et l'Orient parce que nous, forts avec l'Occident, nous pouvons avoir des bons partenariats, y compris avec les Chinois, y compris avec les Américains. Et voilà comment je vois les choses. Dernière question. Monsieur le Premier ministre, merci à nouveau de l'apport de cette mission. Vous avez parlé du soutien de la bonne gouvernance dans le pays. L'Afrique est victime où les détournements de fonds publics font légion. J'ai pris l'exemple de cette enquête menée par, comment on appelle, le consortium Congo Hold Up, où 43 millions de dollars sont sortis de la Banque centrale du Congo. Donc, cette question de détournement de fonds publics est légion en Afrique, ce n'est pas simplement au Congo. Comment venir à bout de cette question, peut-être à travers le partenaire Union européenne? J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Merci. Oui, merci. Je crois que tout est une question de rapport de force. Déjà, nous avons des faiblesses. Vous savez, l'Occident, c'est qui sauve l'Occident du point de vue de la transparence dans la gestion. J'aurais aimé parler de mon mandat. Si vous m'en posez l'occasion, j'ai l'État, ça va vous montrer que nous, on a fonctionné. Mon gouvernement a fonctionné différemment dans le cadre du régime de Kabila. On a travaillé avec les institutions de Bretton Woods. C'était dans la transparence. Transparence dans la gestion des mines, transparence dans la gestion des finances publiques, transparence dans la gestion de la monnaie. On a eu les résultats. La première fois dans l'histoire du pays, on a quadruplé au cours d'un mandat le budget de l'État, s'il vous plaît. Et quand ces choses n'entrent pas, c'est que nous sommes un problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas sensible. Pardonnez-moi l'expression, c'est là que c'est bouché là-dedans.
vous n'avez pas la capacité d'apprécier des bonnes choses, c'est que vous ne saurez pas apprécier en connaissance de cause les mauvaises choses. Quadruplé depuis que le Congo est indépendant, on n'a jamais été au-delà des milliards, même si la valeur de ces dollars n'est pas la même dans le temps. On a quadruplé. Avant moi, on n'avait jamais quadruplé. C'est qu'il y a une façon de gérer. Concédez-moi que je dise, bon, peut-être inconsciemment, pour être modeste. Mais tout ça vient de l'ADN et le réflexe lié à notre parcours transparent. C'est la manière dont on est arrivé au pouvoir qui a fait que nous soyons redevables et que nous nous sentions l'obligation du résultat. On a quadruplé. La première fois, on a quadruplé le salaire, tout en augmentant des fonctionnaires. On a quadruplé le salaire des médecins. On a quadruplé en augmentant les effectifs, presque doublement. On a quadruplé les salaires des magistrats. Professeur qui touchait 400 $, on lui a donné 2000 en monnaie stable, sans recourir à la planche à billets et à l'inflation qui érode toute l'augmentation faite, stable dans la durée. Mais on a redistribué ce qu'on a créé. C'est-à-dire que l'FMI a accepté que nous donnions des salaires en restant dans la proportion de nos recettes, mais recettes internes. Et vous pouvez quadrupler le salaire, vous pouvez augmenter le budget de consommation de l'État pour autant que les recettes entrent. Et les recettes étaient entrées parce que nous avons atteint un budget de 4 milliards dans la durée, parce qu'on est parti de moins de 800 millions de $. Retenez ces choses-là. C'est ça qui va vous affranchir à 3 milliards et demi. Avant moi, il n'y avait pas de telle proportion d'augmentation. Après moi, non. Au contraire. Alors que le budget entre 2012, quand je partais, et aujourd'hui, a doublé. Les salaires de médecins, au lieu de doubler, il a été divisé par deux. Les profs que j'ai laissés au précédent du sommet en augmentant leurs effectifs. Moi, j'ai augmenté l'effectif de médecins. Les professeurs, ils étaient à moins de 1000 professeurs d'université. Ils sont passés à 2000, 2500. Vous augmentez les effectifs et vous leur donnez les salaires 3 fois, 4 fois plus. Donc, il n'y a pas de magie, c'est tout simplement une gestion transparente. Alors, maintenant, ces détournements, c'est parce que la plupart, et ça vient généralement des gens qui ne sont pas redevables du peuple. Ils sont arrivés par la ruse, par la force, ils s'en foutent, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se maintenir par la force, par la ruse, et que le peuple n'a pas de compte à leur demander, parce qu'ils sont capables de se perpétuer au pouvoir sans lui. Je ne dis pas que tout était parfait à notre époque, mais les éléments objectifs sont ceux-là, sauf si on peut me contredire qu'on n'a pas doublé le salaire, qu'on n'a pas quadruplé le budget de l'État. Ça n'a jamais eu lieu avant, et ça n'a plus eu lieu après que nous soyons partis. C'est très, très important d'avoir ces éléments de l'aventure pour dire que dans notre pays, il y a moyen de travailler avec des partenaires, là je vous rejoins, extérieurs, en respectant un certain nombre de lois au niveau officiel. Quand je parle de l'Occident capitaliste, c'est ça, c'est la logique capitaliste par définition. Mais le capitalisme a besoin d'un rapport de force entre lui, les dirigeants politiques, et le peuple comme force sociale. Ça manque beaucoup chez nous, d'où c'est que nous déplorons là. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais je ne sais pas, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, il y a une question du public, et il y a aussi un collègue qui insiste, si vous acceptez que nous prenions ces deux dernières questions. Oui, allez-y. Voilà, je commence par la question du public, c'est donc sur la question du RAM. Il me semble bien que le public veut savoir, du moins la personne qui est dans le public veut savoir que le RAM est aujourd'hui voilà. C'est donc quoi c'est quoi le RAM est aujourd'hui apparemment voilà. Donc la question donc c'est par rapport au RAM. Et donc, le RAM aujourd'hui fait parler de lui, notamment avec le régime actuel. Alors, la question c'est de savoir, selon ce que l'on apprend, c'est vous qui avez créé le RAM. Est-ce que le RAM que vous avez créé récent ressemble au RAM actuel? Je n'ai jamais créé le RAM. Comme c'est le cas avec, comme on a le territoire de Minembwe, on a profité de mon décret pour introduire frauduleusement des dispositions qui n'étaient pas prévues dans mon arrêté. Est-ce qu'il y a moi? Ces délinquants-là, est-ce qu'il faut les dégager? Moi ça me dispose. Eh bien,
Je n'ai jamais créé le RAM. Le RAM a ceci de particulier. Un, c'est un impôt. Pourquoi? Parce qu'il prélève de manière obligatoire et d'autorité une recette de quelqu'un sans contrepartie en sa faveur. C'est un impôt qui a été abusivement institué par le gouvernement et qui correspond même à une haute trahison, si on ne l'annule pas. On ne peut pas prendre par un acte réglementaire, qu'il soit décret, qu'il soit un arrêté, créer un impôt. Même si on crée comment je peux dire, effectivement, on peut avoir un arrêté qui crée l'impôt, un décret, mais on ne fait pas qui crée l'impôt, mais qui institue l'impôt en partant de la loi qu'il a créée. Donc il n'existe pas une loi qui crée les RAM, il existe ce décret du Premier ministre en violation des lois de la République, en ce que le gouvernement ne peut pas créer un impôt et faire un prélèvement obligatoire sur les citoyens. Ce que moi j'ai créé, c'est un revenu sur prestation. Il y a 3 rubriques. Ces revenus par prestation, c'est les revenus de qui au profit de quelle prestation de qui? C'est l'ARPTC, qui est l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, qui preste en faveur des sociétés de communication, Vodacom, Airtel et autres, et qui lui demandent des services et qui sont facturés par la RPTC pour ces prestations-là. C'est ça que nous avons institué par décret. Mais ce qu'eux, ils ont fait, c'est un impôt parce que ça prélève sans autorisation, sans contrepartie, et sur les revenus des consommateurs, si vous voulez, de ceux qui importent, plutôt de ceux qui, comment je puis dire, communiquent avec les téléphones, ils achètent des unités, ils les mettent dans l'appareil et automatiquement on prélève. Et puis on prélève de manière autoritaire de l'argent qui ne profite pas à l'État parce que ce n'est pas versé dans l'administration fiscale, que ce soit la DGRA et les autres institutions qui collectent l'impôt, mais ça va plutôt dans une caisse qui est inconnue plutôt que la caisse de l'État. Voilà, donc je n'ai pas créé le RAM, qui est un impôt institué de manière illégale par le gouvernement alors qu'il n'a pas qualité, et plutôt qu'il devait l'être, s'il le voulait, par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par le peuple. Moi, j'ai créé un revenu contre prestation au profit de l'ARPTC, revenu qui devait venir de la part des opérateurs téléphoniques, dont Vodacom, etc., en contrepartie des services que l'RPTC rend en leur faveur. C'est un peu comme les MPSA qui prélèvent, c'est-à-dire que la société téléphonique vous prélève 10% ou 1%. Quand vous demandez les services à son partenaire, au moment où le partenaire envoie l'argent, vous voulez faire, par exemple, un transfert à Kinshasa, vous passez par un peu ça, on vous prend un pourcentage sur l'argent que vous avez envoyé en contrepartie du fait qu'on vous aide à faire ce transfert-là. Là, c'est un revenu des prestations, un revenu en faveur de celui qui preste pour vous en effectuant les transferts. C'est la même chose avec les différentes messageries. Ça, c'est ce que moi j'ai créé au profit cette fois-là des opérateurs téléphoniques et non pas un prélèvement obligatoire de l'État à charge d'un opérateur économique en faveur du qui, plutôt, ou je sais pas moi, de quelqu'un qui utilise son téléphone sans lui rendre un quelconque service ou lui prendre l'argent comme ça, et qui déjà ne va pas non plus au trésor public, et qui est assis sur un décret plutôt que sur une loi venant des représentants du peuple. Voilà, dernière question. La Cour internationale de justice vient de condamner l'Ouganda à payer 335 millions. Quelles sont les démarches que la République démocratique du Congo peut entamer pour encaisser cette somme d'argent? C'est ma première question. Et la deuxième question, 2023, c'est l'année électorale. En 2006, 11 et 18, les partis politiques n'ont pas envoyé des témoins, alors que l'article 61 de la loi électorale précise que seuls les témoins peuvent signer le PV et en demander une copie.
Et l'article 38 de la loi électorale précise également que les témoins envoyés par les partis politiques sont pris en charge par ceux qui les ont mandatés. Est-ce que la MOUC ne peut pas initier une action au Parlement pour changer l'article 38 de la manière suivante? S'il vous plaît, je vous en prie, je comprends la suite de votre question, mais vous allez me permettre de vous répondre. Ça, ce sont des détails à mon niveau. On a tellement de choses graves à aborder sur ça que vous me posez des questions qui concernent la légalité qu'on ne pourrait pas attendre de ces parlements dont vous connaissez la configuration. Hein? S'il vous plaît, nous sommes plutôt, moi je suis résistant. Parce qu'en 2023, nous irons aux élections. Mais je vous réponds. Attendez, hein, bon, la vraie question qu'il faut poser, est-ce que nous irons aux élections? Il y a des choses tellement sérieuses que vous ne pouvez pas me poser une question de détail. Pardonnez-moi. Peut-être que je n'ai pas cité, hein, je cite. C'est-à-dire demander au gouvernement. Quel gouvernement? C'est-à-dire, vous ne comprenez pas mon problème. Vraiment, et je vous pardonne. Je vous demande pardon. Soyons plus sérieux avec des choses plus sérieuses. Vous me posez une question de détail sur une question qui est très profonde qu'on aurait pu aborder, toi et moi. Vous me demandez de demander à quel gouvernement, même s'ils étaient... Non, je demande à la MOUC, au Parlement, d'initier une loi qui modifie l'article 38 en disant que les témoins envoyés par les partis politiques doivent être supportés par l'État. Parce que si nous avons eu des problèmes en 2006, 2011, 2018, c'est parce que les partis politiques n'ont pas de possibilités financières pour payer les témoins qui exigent de l'argent alors que seuls les témoins peuvent avoir les PV. Et les PV, c'est la pièce judiciaire qu'on peut présenter à la Cour constitutionnelle. Alors, on se trouve à la Cour constitutionnelle sans les PV et on donne l'occasion aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de sensibiliser tout le monde à ce que... Merci beaucoup. Vous avez chuté. Vous avez chuté. Oui. Vous avez chuté. Comment vous pouvez avoir une si brillante intelligence, mais pour aborder des questions, des détails, tout en sachant que, la Cour constitutionnelle, elle n'est pas sur une dimension technique, ce n'était pas un problème technique. C'est la volonté d'organiser la fraude. Qui ne savait pas que Martin Fayulu avait gagné? Qui ne savait pas? Les résultats étaient bien sortis dans les urnes, mais on les a mis de côté. On a fabriqué des résultats, même si nous avions mis en place des témoins. Mon frère, Michi. Mon frère... Est-ce qu'on peut terminer la discussion? Je vous ai écouté. C'est la deuxième fois que je vous pose cette question. L'autre fois, quand vous étiez venu ici, on vous avait fait une conférence de presse dans notre salle. Mais c'était avant les élections. Avant les élections. Mais je alors... vous ai posé la même question. Et la même question se répète. On aura les mêmes problèmes en 2023 parce que la CENI fait les élections comme si on faisait l'examen sans surveillance. Et lorsqu'on fait un examen sans surveillance, qu'est-ce que les élèves vont faire? C'est de tricher. C'est pourquoi la CENI triche. Parce qu'il n'y a pas de témoins. Si on envoie des témoins partout, on a 75 000 PV. On peut faire notre centre de compilation autonome et on va calculer. La CENI ne trichera pas. J'ai fait une étude depuis 2015. 2005 à 2018. Merci. Je vais vous remettre mon étude. Merci beaucoup. Merci. Vous ne répondez pas? Non. Okay. Non, je ne réponds pas. Merci beaucoup. Voilà. C'est donc sur ce que nous allons mettre un terme à cette conférence. Merci à M. Mouzito comme orateur du jour. Merci également aux collègues qui sont arrivés, disons, qui sont venus pour participer à cette conférence de presse. Merci pour m'avoir suivi. Nous allons augmenter davantage l'intensité pour ce qui est de la communication. Nous devons travailler très sérieusement en tant que peuple, en tant que parti politique. Vous savez ce qui nous est arrivé en 2018, c'est-à-dire la fraude organisée, les députés fabriqués. Vous savez que M. Martin Fayulu avait réellement gagné les élections. Je pense que l'AMOUCA pourra gagner les prochaines élections, mais nous voulons qu'elles soient transparentes. D'où nous demandons qu'on puisse dépolitiser la CENI
Et nous exigeons que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, mais pourvu qu'elles soient libres, transparentes et qu'elles se fassent dans la cohésion pour l'unité de notre pays, pour le rétablissement de la souveraineté de notre peuple. Merci pour cette émission, chers amis, et cette conférence à laquelle vous avez participé activement. Je vous remercie encore. Voilà, merci à tous, merci d'être venus. Non, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Après ça sera...